Des engins électriques pour des chantiers responsables. Vous êtes collectivité locale, vous êtes entreprise utilisatrice, vous êtes peut-être même conducteur, opérateur d'engins de chantier. Vous êtes industriel, fabricant de machines. Venez nous rejoindre à l'espace Lab Risque et Adaptation du Territoire pour la table ronde des engins électriques pour des chantiers urbains responsables. Ça commence dans 2 minutes. Comme ça bien. Alors vous pouvez vous asseoir et je vais vous présenter un tour de rôle. C'est ce que je vais faire. Richard, pour finaliser le teasing, c'est moi en fait ce que je vais faire, c'est le flip là. Le flip. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient. Ouais, là, faut que j'en prenne un peu plus. Arrête, c'est bon, tu tiens, il paraît que tu le maîtrises bien. Tu peux pas nous lâcher maintenant, Richard. Oui, vous pouvez vous asseoir. Et moi, en fait, l'idée, c'est que à chaque fois, je vais vous dire une seule question. D'abord, de la poser à toi. Voilà. Je me présente. On s'installe déjà? Je me mets là? On va mettre ça. Après, on revient sur les sujets. Parler de ça, en fait. Je les mets en fait dans l'ordre. Thomas qui sera là, Fabrice, Je vais tous au bout, moi. Vincent, non, mettez-vous là, Vincent. Ok, Et puis on mettra Laurent aussi. ok, ça va. De toute façon, ça. J'ai déjà montré sur la recherche. Laurent, tu pourras te mettre là après. Parce qu'il y a le. Ce que je vais faire, On a rajouté un tabouret. c'est Donc tu peux t'asseoir à côté de Vincent. premier jet. Donc, on a fait un petit peu d'introduction et Laurent va faire aussi un mot d'introduction. C'est que la première question que je poserai, puisque le général Jean n'est pas là, c'est certainement à Fabrice. Question et avantage. Je présente question et avantage. Un industriel fabricant de machines, même question. Je présente les questions et avantages. La voix utilisateur, Vincent plutôt. Questions et avantages. Enfin, avantages et inconvénients, pardon. Oui. Et puis ensuite, de vos réponses, eh bien, ça sera après interactif. On va vite tourner autour des sujets du coût à l'achat, des problématiques de recharge, d'apport d'énergie sur le chantier. Et son expérience réelle qui Oui, est la plus parlante. tout à fait. Richard, on va commencer. Est-ce que tu veux que je te fasse des signes quand un timing particulier? Bah, j'ai mis mon minuteur. T'as mis ton là. minuteur. Ouais. Ok, parfait. Donc tu gères. Bonjour à tous, bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales, à cette table ronde des engins électriques pour des chantiers urbains responsables. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde un certain nombre de parties prenantes. Alors toutes ne sont pas encore arrivées, mais vous avez ici sur cette diapositive nos différents invités. Donc on a Fabrice Blanc de la direction matérielle du groupe Eiffage Génie Civil. Bonjour. Pierre Lahutte, président du groupe Mécalac, faisant partie du groupe Faya. Bonjour. Fabricant de machines. Vincent Pereira Pinto, opérateur, conducteur d'engins de chantier de l'entreprise CAP BTP, qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui, qui est sorti de son chantier non loin d'ici et qui est venu pour nous donner son témoignage d'utilisateur d'engins de chantier électriques. Cette table ronde se tiendra sous la présidence de Laurent Royanez, directeur général du groupe Olot, fabricant de nacelles en France. Bonjour. Alors, nous avons un quatrième orateur, Thomas Chevandier, maire adjoint à la mairie de Paris, qui devrait nous rejoindre, je pense, sous peu. Il est bloqué quelque part dans le métro, donc il nous prendra peut-être en cours de route. Je vais commencer par vous, Fabrice Blanc, entreprise utilisatrice de matériel de chantier, grande entreprise utilisatrice en France, à l'international. Alors, une première question, quelles sont pour vous
directeur matériel, les avantages et les inconvénients des engins de chantier électriques. Alors je vais commencer par les avantages parce que je pense qu'il faut toujours qu'on reste positif avec les nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place et qui vont se diffuser, j'espère, de plus en plus. On en a besoin pour notre planète. Les avantages, bien évidemment, c'est toute la partie qu'on peut avoir sur l'électrique qui va plaire, et je pense que le chauffeur ici présent ne va pas dire le contraire tout à l'heure. Mais ce qui compte quand même, c'est qu'on regarde un peu nos salariés. Donc le moindre bruit, la moindre vibration, des capacités la plupart du temps même accrues en termes de capacité de levage ou de creusement. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Donc on a toute cette partie-là qui est quand même fort sympathique, ça c'est clair. Et puis bon, après derrière, bien évidemment, on a quand même quelques inconvénients. Le plus gros pour moi aujourd'hui, c'est tout ce que j'appellerais la supply chain de l'énergie. Donc c'est comment est-ce qu'on amène les électrons à la machine sur le chantier, parce qu'il faut qu'on puisse se raccorder en évitant tout un tas de choses qui aujourd'hui fonctionnent quand même. On en reparlera peut-être après, on peut amener des powerbanks, des choses comme ça. Si on peut se connecter directement sur le réseau, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'une fois que monsieur le maire sera là, on va lui reposer la question. Et puis après, bien sûr, le dernier point, c'est forcément le coût. Parce qu'on est une entreprise, donc il faut bien qu'on récupère des chantiers, il faut qu'on les ait, il faut que nos clients veuillent bien nous les payer à ce prix-là. Donc il faut qu'on optimise bien évidemment la partie TCO, le Total Cost of Ownership, de façon à ce qu'on puisse sans problème ou sans grosse inquiétude s'orienter vers des machines comme ça. Merci Fabrice. Pierre Lahut, président du groupe Mecalac, Faya. Pierre, fabricant de machines électriques, notamment pelles électriques, mais aussi chargeuses. Même question, même punition. Avantages, inconvénients pour vous, les obstacles et les avantages à la solution électrique pour les chantiers de demain. Alors moi, je n'y vois que des avantages. Et j'y vois surtout un avantage de reconquête industrielle. On parle beaucoup de l'industrialisation en France, des usines qu'on a perdues. J'ai la chance, durant des expériences précédentes, d'avoir travaillé notamment chez Iveco, Liège, dans les bus, où on a fait une vraie reconquête industrielle grâce à l'électrification des bus. Plus récemment, chez Faya, j'étais responsable des balayeuses. Et encore une fois, grâce à l'électrique, on a repris des parts de marché. On a consolidé notre présence industrielle. Et aujourd'hui, ça arrive dans le domaine des matériels de chantier. Et Mecalac est un bel exemple. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est avec en fait Evolis, notre association, et tous les industriels français qui ont investi dans des matériels électriques. Et pour nous, c'est une vraie opportunité de reprendre de la part de marché face à certains de nos concurrents qui sont moins convaincus. Et pour moi, c'est ça le gros avantage. C'est un vrai combat de reconquête industrielle, au-delà de tous les avantages des matériels en eux-mêmes. Les défis, c'est des défis de transformation. C'est comme il y a une centaine d'années, on est passé du foin au carburant. Et là, on passe du carburant à l'électricité. Donc, il faut qu'il y ait l'approvisionnement, qu'il soit compétitif. Mais je pense que ça sera anecdotique quand on verra la transformation et les avantages que sur le long terme amène l'électrification, notamment dans les chantiers urbains pour les communes. Merci Pierre pour cette premiers éléments de réponse. Je vais donner maintenant la parole à Vincent Pereira Pinto, donc conducteur d'engins de chantier. Depuis combien d'années, Vincent ? Ça fait 3 ans que je conduis une Mecalac 12. 3 ans au sein de la même société CAP BTP. C'est ça. Ok. On est ravis de vous avoir parmi nous parce que vous allez nous témoigner d'un retour d'expérience vraiment terrain à l'utilisation d'engins électriques. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à toucher à des engins électriques ? On a commencé au mois d'avril avec la AE12 et depuis on est toujours dessus. D'accord. Alors, pour vous, quels sont les avantages principaux et éventuellement les inconvénients à l'utilisation d'engins de chantier électriques en comparaison de leur version thermique ? Premier avantage, le bruit, ça c'est sûr. La pollution, pas d'odeur. On peut beaucoup mieux communiquer avec les équipes au sol. Pour moi, je vois pas tellement d'inconvénients. Comme il disait monsieur, pouvoir amener l'électricité directement sur le chantier, parce que des fois c'est un petit peu compliqué. Mais on trouve toujours des alternatives comme les bornes de voitures électriques ou ce genre de choses qui fonctionnent très bien.
La machine, elle a assez d'autonomie pour travailler toute la journée. Il n'y a pas du tout de problème, quoi. C'est une super machine. Ok. Donc en termes de confort de travail, vraiment, ça permet d'avoir beaucoup plus de confort de travail. Ça augmente la sécurité aussi, si je comprends bien, parce qu'il y a une meilleure communication entre le conducteur et les autres Ouais. opérateurs autour de la machine. Oui, c'est ça, c'est plus facile parce que il suffit qu'on fasse une manœuvre où on n'a pas vu le camion ou un opérateur. Dès qu'ils parlent, on les entend tout de suite. Il n'y a pas besoin de crier comme avant. Tout est plus facile, je trouve, quand même. Puis pour les gens, pour les riverains, là, je suis dans un chantier avec une école à côté. Bah, on n'embête pas les cours, on n'embête pas les enfants de maternelle, tout ça, quoi. Alors je vais rebondir sur ce point-là. Les riverains. On retourne vers Fabrice Blanc. Vous êtes directeur matériel donc chez Eiffage. Oui. On sait que vous avez, comme beaucoup d'entreprises de travaux publics, une feuille de route décarbonation à l'horizon 2030 et peut-être plus encore. La décarbonation, c'est un angle important qui justifierait de se pencher sur la question sur les engins électriques. Mais ce n'est pas le seul. Quand on écoute en fait tous les acteurs et notamment les conducteurs, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux de changement climatique effectivement par les émissions de gaz à effet de serre évitées, il y a des enjeux de pollution évitée puisque c'est un enjeu de santé publique, et puis il y a le bruit qui augmente la santé et sécurité au travail et augmente l'acceptabilité sociétale des chantiers. Cette approche RSE là, quand on regarde les engins de chantier électriques, quand vous regardez les engins de chantier électriques, est-ce que vous avez la vision seulement décarbonation ou est-ce que vous avez cette approche RSE globale aujourd'hui ? Non, on a forcément l'approche RSE globale, puisque en notre position quand même de groupe important au niveau du TP en France, bien évidemment, on regarde tout. Dans nos engagements, on a la décarbonation pure, donc juste le CO2 qu'on va peser, ça c'est certain. Donc forcément, des machines électriques vont être importantes. Mais on a tout l'ensemble RSE. On est aujourd'hui validé EcoVadis au niveau du groupe. On fait partie des 3% des entreprises les mieux notées françaises. Donc c'est quand même bien la preuve qu'on essaye de faire tout ce qu'il faut. Donc je l'avais dit en préambule, on pense à nos salariés. On pense aussi bien évidemment à l'environnement. Donc je pense que des machines comme ça, en milieu urbain, on a le gain pour nos gars. Ça c'est quand même déjà c'est pas moindre, parce que c'est quand même un de nos engagements en tant qu'employeur. Mais on a également tout l'avantage au niveau de tout l'écosystème qui tourne autour de la commune, avec les gens qui sont là et qui auront moins de NOx, moins de CO, moins de CO2, moins de bruit, moins d'odeur. Donc oui, bien sûr, ça c'est très important qu'on puisse avancer là-dessus. Et sur nos engagements à 2030, on est à moins 46% chez Eiffage en émissions de CO2. Il y a cette partie-là qu'on est capable de faire. J'aurais presque tendance à dire, pas malheureusement, mais c'est un état de fait aujourd'hui, sans ces grosses machines électriques. Moi, aujourd'hui, dans le plan de 2030, j'en avais pas mis parce que le plan qui a été fait il y a 3-4 ans, on n'avait pas une vraie visibilité. Aujourd'hui, on voit que c'est en train d'arriver de plus en plus. Et ça, c'est un plaisir, parce que ça veut dire qu'on va peut-être y arriver encore plus facilement et qu'on sera peut-être même en avance sur nos objectifs. Donc, et tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là, bien évidemment, encore une fois, on a une seule planète. On est tous autour, donc les émissions de CO2, celles qui sont faites ici, celles qui sont faites chez les constructeurs, celles qui sont faites pendant les transports et autres, elles sont toutes impactantes, donc il faut qu'on essaye de les minimiser au maximum. Et le dernier point, en plus, ça me fait d'autant plus plaisir, je suis quand même ingénieur mécanicien d'origine, donc de formation, donc l'industrie j'aime bien. Ce qu'a dit Pierre est très intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des constructeurs français qui ont pris ce problème de l'électrification à bras-le-corps et de façon à permettre un petit bout de réindustrialisation de notre France. Donc je ne peux qu'applaudir des deux mains et dire, en tant qu'utilisateur ou acheteur, oui, bien sûr, je vais m'occuper de machines comme ça. Merci Fabrice. Monsieur Chevandier, ravi de vous accueillir à notre table ronde. Donc, Monsieur Chevandier, vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique. Je lis là, parce que là, l'intitulé est long. Du suivi des chantiers et de la coordination des travaux sur l'espace public. Monsieur Chevandier, donc ravi de vous avoir avec nous. On a commencé déjà à faire un premier tour de table sur cette question qui intéresse tout le monde, les avantages et les inconvénients, les obstacles peut-être à lever
à la plus grande démocratisation des engins de chantier électriques dans les chantiers urbains de demain. Quels sont pour vous, en tant que représentant de collectivités locales, les principaux avantages et les principaux obstacles? Merci beaucoup pour votre question. Déjà, toutes mes excuses pour le retard. J'étais retenu en séance du Conseil de Paris. Donc, le cumul Conseil de Paris plus Salon des maires fait que la semaine va être assez infernale. Et merci pour cette invitation parce que, effectivement, pour nous, la question de l'électrification, elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que l'électrification, c'est la baisse significative des nuisances sur les chantiers. Or, la difficulté qu'on a en tissu urbain dense, et vous le savez presque mieux que moi, c'est que des chantiers à nuisance, du bruit, de la pollution, des poussières notamment, c'est moins d'acceptabilité sociale de ces chantiers. Et qui dit moins d'acceptabilité sociale, dit plus de pression mise sur les entreprises notamment, mais sur les élus. Et donc, derrière, si on nous met plus la pression, il faut vraiment avoir une volonté politique beaucoup plus importante pour maintenir ces objectifs de transformation. Donc la question des nuisances de chantier, elle est évidemment fondamentale pour nous. Et l'électrification est un levier très, très important. Pourquoi? Parce que l'électrification, notamment des engins, mais aussi de l'alimentation et des groupes électrogènes notamment. C'est, donc je disais, moins de pollution, moins de bruit. Moins de bruit, c'est quand même quand on va... voilà, vous avez des immeubles d'habitation et ça pétarade toute la journée. Ça ajoute vraiment, notamment pour les gens qui sont là la journée, qui sont souvent les personnes âgées, aujourd'hui les gens qui télétravaillent chez eux. Et donc voilà, c'est très important. Et on a, pour nous, on a 3 leviers qui sont, il n'y a rien de révolutionnaire, mais on les actionne, qui sont le premier, en notre qualité de maître d'ouvrage, on a le levier de la commande publique, donc c'est de mettre des critères en faveur de l'électrification et permettant de rendre un peu plus attractive l'électrification des engins de chantier. Bon. On a un deuxième levier qui est le fait qu'on est gestionnaire de voirie. Donc là, c'est plutôt l'outil réglementaire. C'est quelles sont les règles qu'on impose ou qu'on propose aux entreprises et à l'ensemble des partenaires des chantiers. Donc nous, on a un protocole de bonne tenue des chantiers qui est signé au début de chaque mandature et qui propose un certain nombre de principes dans lesquels figure notamment la question de l'électrification des chantiers et qu'on va, en tout cas si l'équipe actuelle est reconduite, on proposera évidemment d'aller beaucoup plus loin en matière d'électrification des chantiers et des engins de chantier. Et puis le troisième, évidemment, là c'est un problème physique, c'est que on peut avoir toute la bonne volonté du monde, si à la fin on ne peut pas raccorder les chantiers au réseau électrique, tout ça de toute façon ne servira à rien. Et là c'est que c'est plus compliqué. On a, nous, un travail à mener, notamment avec Enedis, avec lesquels on a signé un contrat très important il y a 18 mois et qui nous engage et qui fait qu'on est des partenaires très proches. Et donc, il y a ce travail-là entre la direction de la voirie et Enedis pour voir comment est-ce qu'on fait ces raccordements et comment est-ce qu'on permet aux chantiers d'être accordés à l'électricité. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Je rebondis juste sur un point. Vous avez cité acceptabilité sociale des chantiers accrue grâce à la réduction des nuisances. Enjeu de changement climatique respecté par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enjeu de santé publique par la réduction des émissions de polluants. Vincent Pereira Pinto, conducteur d'engin, nous a ajouté un autre atout. La santé et la sécurité au travail. La réduction du bruit permet une meilleure communication entre le conducteur et les engins dans l'environnement proche de la machine et donc évite des collisions engins-piétons.
c'est un sujet finalement qui embrasse beaucoup de composantes d'une politique RSE finalement, l'électrification. Vous avez cité la problématique du raccordement au réseau. C'est un sujet aussi que j'ai entendu comme un obstacle ou un levier qu'il va falloir à un moment donné, un verrou qu'il va falloir actionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Fabrice, sur la problématique d'apport d'énergie sur le chantier? Est-ce que c'est plus une problématique de raccordement au réseau ou est-ce que c'est plus une problématique autre? Effectivement, Monsieur Chevandier, merci d'avoir soulevé ce point en troisième, parce que ça faisait partie de mon premier inconvénient sur la petite question de départ, en donnant tous les avantages, mais en disant, enfin pas l'inconvénient, mais le problème qu'on pouvait rencontrer aujourd'hui, c'était le raccordement. Et donc aujourd'hui, on le contourne en amenant des powerbanks, mais du coup en faisant des transports complémentaires, en faisant rentrer des camions de plus, etc. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Donc effectivement, à terme, on espérait bien pouvoir aller là-dessus. Donc je suis très content de vous entendre en disant que la mairie de Paris a vraiment pris ce problème en point, parce que je crois que c'est vraiment important. À partir du moment où aujourd'hui on regarde des machines comme celle que Pierre fabrique chez Mecalac, si on se branche sur le réseau, je lui disais tout à l'heure en préambule, moi j'ai refait le calcul du TCO d'une machine type Mecalac thermique versus une électrique. Si on se branche sur le réseau à 15-16 centimes du kilowattheure, on est ISO TCO à 7 ans sur la durée de vie d'une machine normale avec 9-10 000 heures. Donc ça veut dire que demain, il n'y a même plus le problème du prix si on a cette capacité à pouvoir se recharger sur le réseau. Par contre, bien évidemment, il faut pouvoir se recharger sur le réseau du 1er janvier au 31 décembre, entre guillemets. Donc ce qui est bien, c'est que des gens comme vous, au niveau des mairies, prennent conscience de ce problème-là et disent oui, on va avancer, oui, on met un plan en place et on va y arriver. Donc je suis très satisfait d'entendre ça. Monsieur Chevandier, vous voulez réagir, oui? Oui, absolument, mais on affiche des objectifs de réduction des gaz à effet de serre sur toutes les fonctions de la ville. Et le moment de la transformation, pour avoir une ville plus adaptée au changement climatique, c'est le moment où on pollue le plus. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pollue moins, comment est-ce qu'on produit moins de déchets. Alors, question des déchets, c'est pas forcément l'objet de la discussion là maintenant, mais c'est une discussion qui est fondamentale. Comment est-ce qu'on réemploie? Bon, mais pour nous, c'est fondamental et c'est effectivement très difficile parce que ça suppose de réduire considérablement les délais d'instruction qui sont un peu longs pour être capable de faire ces branchements. Après, en fait, quand il y a la volonté, on y arrive. Et je me souviens, dans la préparation des Jeux Olympiques, tout était prévu, tout était bien fait en amont. Et je ne sais pas pourquoi, un mois avant la cérémonie d'ouverture, grosse panique. La question de l'alimentation en électricité de la cérémonie d'ouverture n'avait pas été suffisamment anticipée. En un mois, on a fait et on a géré l'alimentation de la cérémonie d'ouverture. C'était un tout petit peu plus qu'un chantier de voirie, hein. On l'a fait et donc quand il y a la volonté politique et l'engagement des acteurs, on y arrive et en tout cas nous, on a bien la ferme intention dans la prochaine mandature, sous réserve évidemment de l'échéance électorale, d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Je voudrais, toujours sur ce sujet de l'apport de l'énergie électrique sur le chantier, donner la parole à Vincent, conducteur d'engin. Vincent, vous n'étiez pas là, monsieur Chevandier, quand il s'est présenté tout à l'heure, quand on l'a présenté. Il nous vient d'un chantier, non loin d'ici, en région Île-de-France, où actuellement il utilise un engin électrique, une pelle, je crois, hein, une excavatrice. Une Mecalac E12, ouais. Voilà. Et je voulais vous poser la question, comment vous faites pour recharger la machine après votre journée de travail? Comment ça se passe en fait? Alors on a deux solutions. Soit on fait mettre un compteur dans la base vie du chantier, soit on peut la charger dans une borne de véhicule disponible dans Paris, comme tout le monde, quoi. Vous pouvez la charger sur une borne de véhicule Exactement, classique. la machine elle est fournie avec un câble qu'on peut mettre dans les bornes électriques de voiture. D'accord. Il suffit que la borne elle propose assez de kilowatts pour pouvoir charger la machine. Ok. Le temps de recharge moyen,
Ça varie suivant les usages quotidiens de la machine? Je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois qu'à 22 kW, il faut à peu près 8 heures pour charger la machine. Ok. Pierre, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur Oui, en fait, Vincent nous apporte une expérience pratique incroyable parce que depuis avril, il opère une machine électrique là, pas très loin. Il en est descendu littéralement pour nous rejoindre et il retourne sur la machine. Et vous le verrez jeudi, de ce qu'on a compris. Le coût est aussi important. L'accès à l'électricité, les bornes de voiture, elles n'ont qu'un défaut, c'est qu'il y a parfois des prix d'électricité qui sont un peu trop hauts. Et c'est pour ça que pour les constructeurs, enfin, la gestion des chantiers, c'est plus intéressant d'avoir un tableau avec accès direct à une électricité entre 15 et 25 cents du kilowattheure qui garantit un équilibre économique de la machine électrique par rapport à la thermique. Et du coup, oui. Du coup, si jamais on est capable de garantir un prix inférieur à celui qui est pratiqué à n'importe quel usager, ça peut accélérer considérablement l'électrification Complètement. des chantiers. Aujourd'hui, on a une situation paradoxale, c'est que, alors, il y a peut-être des gens qui vont me lancer quelque chose si je le dis, mais on subventionne le gasoil pour les machines thermiques. C'est la réalité. Ouais, il est sûr, détaxé. bien sûr. Et pour l'électricité, on paye entre guillemets des prix plus élevés que la normale parce que parfois l'accès est plus compliqué. Alors qu'on sait que l'électricité en France, c'est l'un de nos gros atouts pour développer les matériels électriques. C'est la plus compétitive d'Europe grâce au nucléaire et aux renouvelables. Donc on a la plus décarbonée et la plus compétitive. Bien sûr. Donc si on arrive à l'amener au chantier, malgré les subventions au prix du gasoil sur les thermiques, comme l'a expliqué parfaitement Fabrice, on arrive à avoir des machines électriques qui sont plus compétitives à l'usage que les thermiques. Et en plus qui sont fabriquées en France. Et vous n'avez pas de problème d'encombrement des bornes pour l'instant? Vous trouvez toujours une place pour la brancher? C'est vraiment un problème de prix? Bah, en fait, on condamne, si je peux dire ça, on réserve une place pour pouvoir garer notre engin. Parce que je pense que ce qui est compliqué, c'est le délai pour pouvoir avoir des compteurs dans les chantiers. En fait, dans les bases vies, j'ai fait 2 chantiers différents. Ils ont demandé en début d'année et ils n'ont toujours pas l'électricité. Donc c'est quand même malheureux de... Enfin, le délai, il l'empêche, alors que je travaille je suis avec une entreprise du groupe Vinci qui veut faire les choses comme il faut. Et ça bloque un peu, quoi. Bon, on va essayer d'agir sur le délai. Parce qu'effectivement, c'est une contrainte très importante. Voilà. Alors, Ce qui est peut-être une remarque, on est à quelques semaines de Noël, on sait que Paris va s'illuminer de guirlandes, c'est la ville lumière. C'est bien la ville qui doit trouver le moyen d'avoir facilement quelques guirlandes qui posent l'électricité sur les chantiers. On doit pouvoir y arriver. C'est quand même pas compliqué. sur le délai de raccordement au réseau, je vois dans la salle des collègues de Fédération Cliente avec qui nous travaillons en étroit partenariat sur la problématique vaste de décarbonation, durabilité des engins de chantier. Alors, on ne va pas dévoiler aujourd'hui le résultat de certains travaux puisqu'ils ne sont pas encore complètement finalisés, mais on peut quand même, je pense, Dominique, évoquer le fait qu'il y a un travail qui est mené au niveau de la filière du BTP entre la Fédération nationale des travaux publics, la Fédération française du bâtiment, les loueurs, via la Fédération DLR, et les constructeurs et importateurs, un guide pratique à l'attention des maîtres d'ouvrage sur la problématique de raccordement au réseau des chantiers électriques. Ce guide se rédige avec les Enedis, mais également la Fédération nationale des collectivités concédantes et réseaux. L'idée étant de prendre le sujet le plus en amont possible au moment de la commande publique pour anticiper tous ces délais et les réduire au minimum, qu'ils soient neutres quelque part dans la mise en œuvre d'un chantier électrique demain. Voilà, je referme la parenthèse. Il y aura une communication plus importante dans un deuxième temps. Dominique, tu voulais poser une question ? Dominique Chevillard de la Fédération nationale des travaux publics. Merci Richard, effectivement, j'étais très heureux d'entendre ce que vous disiez sur la nécessité de faire attention au branchement. Il faut juste faire attention à un point, un réseau électrique est quelque chose de très complexe et je crois qu'en France on est presque moins bien loti que dans beaucoup de pays.
J'ai souvenir d'un chantier aux Pays-Bas où la personne du chantier m'a dit que s'il n'y avait pas eu la fermeture d'une usine, il y avait 2 ans d'attente pour accorder les chantiers. C'est une vraie complexité de l'importance du travail que nous menons tous ensemble avec les loueurs, les constructeurs et le bâtiment. Merci. Il nous reste 3 minutes. J'ai entendu un mot qui m'a interpellé là, Pierre. Je vous ai parlé de reconquête industrielle. Alors, pendant longtemps, on a entendu parler du problème de l'offre. L'offre, en fait, en engin de chantier électrique, on a cherché à la factualiser parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas sur toutes les gammes de machines pour tous les types de chantiers, notamment loin des zones urbaines. Mais quand on regarde un petit peu ce qu'est l'offre aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les différentes catégories de matériel, eh bien, il y a de quoi répondre aux besoins essentiels de chantiers urbains, périurbains aujourd'hui dans les agglomérations, qu'elles soient petites ou grosses. Et finalement, quand on fait l'exercice de regarder quels sont les acteurs de l'écosystème, plus globalement, on s'aperçoit qu'il y a comme la naissance d'une filière presque française. L'offre, elle est européenne, hein, mais il y a une filière française qui s'agrège autour de constructeurs qui proposent ces engins électriques. Tu peux nous en dire 2 mots, peut-être, Pierre ? Oui, je vais peut-être faire l'écho à mon parcours personnel. J'ai notamment à une époque été responsable d'Iveco. Et en 2012, 13 novembre 2013, on a vécu le choc de l'interdiction de l'achat des véhicules diesel par le syndicat des transports de l'Île-de-France. Et ça nous a forcé à une transformation industrielle, à aller vers l'électrique et le gaz à l'époque, mais surtout l'électrique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, à Paris, il n'y a plus que des bus Eliez ou Iveco électriques. C'est un formidable outil de reconquête industrielle. Nos concurrents ont fermé les usines en Allemagne et l'ont déplacé en France. C'est le cas de Daimler il y a quelques semaines. J'ai revécu ça il y a l'année dernière avec Mathieu, une société du groupe Faya dans les balayeuses. La moitié du parc de la ville de Paris est déjà électrifié par les balayeuses Mathieu. Et aujourd'hui, on arrive au chantier industriel avec Mecalac, mais avec tous nos collègues qui en France, ont développé des produits de chantier électrique. En France, on a plusieurs atouts. On a le fait qu'on a l'électricité bon marché. On a le fait qu'on n'a pas dans chaque zone industrielle une rue qui s'appelle Rudolf Diesel. Donc on n'a pas ce frein psychologique d'abandon du diesel, parce que pour nous, ce n'est pas un totem national. Et on a des industriels qui sont vraiment impliqués à développer des gammes complètes. On a nos collègues d'Olot, on a nos collègues de Manitou, de Volvo, de Yanmar, de Liber. Et pour moi, c'est un vrai outil de reconquête industrielle. Vous allez voir, on va vous emmener sur notre stand, notre pelle E12 que opère Vincent. Elle est certifiée Origine France Garantie. Elle était à l'Elysée ce week-end. L'année dernière, on était avec notre balayeuse qui était aussi Origine France Garantie. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité de reconquête industrielle. Et tous les freins qui peuvent être levés au déploiement, c'est autant d'un tout pour nous industriels de trouver un retour sur investissement qui nous permet demain de résister à l'invasion chinoise, plutôt que de s'en plaindre, et bien tout simplement d'en faire une opportunité de devenir en Europe les leaders des matériels électriques. Monsieur Chevandier, un dernier mot. Je vous rejoins tout à fait. J'ai une question sur la capacité des entreprises de travaux publics à investir pour renouveler leur flotte. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un petit frein que je comprends et que je respecte, en tout cas, qui fait que les entreprises sont un peu moins moteurs que d'autres acteurs. Petite réponse de l'entrepreneur de travaux publics, bien sûr. C'est moi qui gère les budgets d'investissement sur la partie phase génie civil. Notre renouvellement dans des entreprises comme les nôtres, il est constant. Il est à peu près égal. On va dire qu'aujourd'hui, on va garder nos machines entre 10 et 12 ans, parce que c'est quand même des machines qui durent. Donc 10 à 12 ans, mais par contre, on est toujours en cours de renouvellement. Donc bien évidemment, ce que j'ai entendu tout à l'heure de votre part sur la partie des raccordements, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on regarde au final. On est quand même une entreprise, on est là pour faire des chantiers, vous les faire au meilleur prix, mais également pour nous gagner de l'argent, pour pouvoir payer nos salariés, les augmenter, s'occuper de leur santé, etc. En fait, c'est tout le cercle vertueux. Donc au final, on a quand même toujours une problématique de prix, ce qui est normal. Mais si on arrive, sur le cas des E12, et c'est la réalité, à être à ISO parce qu'on a un bon raccordement, bien évidemment, ça veut dire que c'est d'autant plus tôt que nous allons renouveler nos matériels.
Donc on va d'autant plus être en avance sur ce renouvellement que vous espérez. Bien sûr qu'on va le faire, et bien sûr qu'aujourd'hui, on le fait déjà pour des problèmes de sécurité où on privilégie les machines qui sont équipées de tel ou tel système pour les heures piétons-engins. Ça, on le fait aussi. C'est une action. Mais bien évidemment, demain, à partir du moment où on arrive sur des machines équivalentes, pour moi, la consigne sera claire. Si j'ai besoin d'une Mecalac demain sur un de mes chantiers, ça ne sera pas une 12 MXT, ça sera une 12. La règle sera donnée. Mais faut-il, toujours pareil, qu'on ait tout cet écosystème qui autour tourne? Donc je pense que votre question est très pertinente. Et c'est pas pour me délester de votre côté, mais j'aurais presque tendance à dire la balle est dans votre camp. Je vais compléter. C'est sûr qu'aujourd'hui, un matériel électrique à l'achat coûte à peu près, on est à 1,7, 1,8 fois un thermique. Donc l'investissement initial pour eux est plus important. Mais si on a une électricité compétitive, et malgré la subvention au diesel, qui est pour moi une aberration, on sait qu'ils arrivent à équilibrer leur compte. Par contre, ce qui est fondamental pour eux, comme on le voit avec Vincent, c'est que la pelle tourne. Parce que si elle ne tourne pas, on ne peut pas la rentabiliser. Et donc l'accès à l'énergie sur le chantier, c'est ça qui va faire tourner le système. Une fois qu'on a ça, la messe est dite. Laurent Royanet, directeur général d'Olot, fabricant leader de la nacelle élévatrice, fabricant en France. Laurent, je vous laisse quelques mots de conclusion. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette table ronde? Eh bien, tout d'abord, merci Richard de me passer chaleureusement la parole. Je pense que cette table ronde tend réellement à démontrer une forme d'alignement des planètes. Je crois que nous avons pu écouter, entendre, apprécier tout d'abord une volonté politique de la part de M. Chevandier qui nous explique à quel point tout ça est utile, un chantier durable, un chantier urbain, respectueux, qui tend à aller vers l'ambition de décarbonation que sont celles de Paris, mais évidemment pas seulement en France. Et donc ces machines-là sont absolument indispensables pour ça. On a bien compris aussi que d'un point de vue matériel pour les entreprises du TP en France, leurs ambitions de décarbonation sont les mêmes. Et donc ils ont besoin à la fois d'une efficacité terrain, de répondre aux besoins des clients, qui sont donc ceux de nos mairies. Et ça tend à être là. Tout ça, évidemment, fourni par notre industriel qui, lui, a la capacité de fournir des machines qui sont adaptées, qui répondent aux besoins, qui, d'autant plus, je me permets de le préciser, sont produites en France, avec un développement français, donc qui tente, dans un projet de souveraineté globale, d'amener et l'emploi et d'additionner de la valeur dans notre économie. Et afin de boucler cette boucle qui me semble absolument vertueuse, nous avons un utilisateur qui tend à nous expliquer à quel point son chantier est amélioré, non seulement parce que sa machine ne pollue plus, qu'il n'a pas à en subir, lui comme les riverains, les émanations de gaz, que ça facilite la sécurité, la communication au sein de son chantier, et que lui-même en trouve une forme de confort à cause du bruit. Si ça ne ressemble pas quelque part à une forme d'alignement des planètes, je crois que l'ensemble de la filière qui est parfaitement représentée autour de cette table tend à le démontrer. Et donc je crois que nous allons dans le bon sens. Je pense qu'il reste évidemment quelques freins. On a parlé de ce qui pouvait être l'alimentation électrique d'un chantier. On comprend que forcément on est en phase de renouvellement de notre matériel. Les constructeurs avaient déjà la grande qualité de faire un matériel qui était durable. Donc il faut maintenant que nous renouvellions petit à petit ce parc. Je pense que c'est un petit peu pareil quand on parle du parc automobile en France. Il faut 20 ans pour le renouveler. Je crois que nous sommes sur quelque chose d'assez finalement identique ou qui tend vers quelque chose de similaire pour le parc de matériel. Mais je trouve que c'est très satisfaisant de voir à quel point tout le monde tend, tout le monde a le même besoin et tout le monde va, chacun pour cet objectif global qui est celui de la décarbonation de la France et du monde, y trouver un avantage, en plus beaucoup d'avantages je trouve, et parfaitement aligné quelque part sur le pourquoi. Donc c'est une belle filière qui me semble en marche. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci à chacun d'entre vous vous êtes prêtés au jeu de cette table ronde. Avec un merci particulier quand même à Monsieur Pereira qui est sorti de son chantier pour nous rejoindre et nous livrer son témoignage aujourd'hui. Si vous voulez approfondir...